Ce jour-là, le père Benfa s'était levé plus tôt que de coutume. Il était debout avant les premières clartés de l'aube. Rien dans la cour ne bougeait. Seul de temps en temps bruissaient les feuillages du petit manguier, non loin du puits. Était-ce le vent ou des oiseaux de nuit? Il est difficile de le dire. Le père Benfa s'installa sur le petit tara qui, dans la journée, portait les calebasses de maman Ténin. Le tara était mouillé, mais le maître de maison n'y fit guère attention. Il était si soucieux. Toute la nuit, il s'était tourné et retourné sur sa natte sans pouvoir dormir. Comment aurait-il pu fermer les yeux avec de tels projets? Non, cela n'était pas possible. Le père Benfa se voyait pour une semaine au moins le premier personnage du quartier. Il n'était plus loin le jour où les aèdes les plus populaires, les plus recherchés, le chanteraient. Il serait leur point de mire, on parlerait de lui, on dirait les louanges de ses pères, de ses frères et de tous ses proches. Que faire pour éblouir tout ce monde? Que faire pour contenter tout ce monde? Il faut être ingénieux dans les moindres détails afin que nul ne trouve à redire. Alors on se souviendra de ce jour. Les aèdes en parleront ailleurs, les vieux en diront un mot à leurs petits-enfants, et lorsqu'on verra paraître Benfa au milieu d'un cercle quelconque, on dira avec respect et admiration « Le voilà !» Rêveur sur la tara humide, le père de Cani semblait scruter inlassablement l'horizon. On eût dit qu'il avait d'importantes affaires à traiter avec le soleil qu'il détait par-dessus les cimes épaisses des calcédras, mais le soleil ne se montrait pas encore. Le père Benfa se leva, fixa longuement l'horizon d'un regard mélancolique, poussa un soupir et tira son chapelet. Il fit quelques pas vers la cuisine, se baissa, retourna une calebasse renversée et s'arrêta un moment. Il fit plusieurs fois le va-et-vient entre la cuisine et la porte de la véranda, dans un silence qui troublait seulement le tintement régulier des grains de chapelet. Le soleil se montrait peu à peu, mordait davantage sur l'horizon, mais en plusieurs endroits, il paraissait si timide qu'il cherchait à s'abriter derrière les calcédras géants de l'horizon. Une lueur indécise gagnait la cour, les premiers oiseaux faisaient leur apparition, la vie s'installait progressivement autour du solitaire. D'un coup de pied, le père Benfa fit dégringoler la planche qui fermait le poulailler. Il alla jusqu'au bout de la cour, s'appuya un moment contre le goyavier sous lequel ruminait le mouton, caressa la tête, puis le dos de l'animal qui vint se mettre contre lui, bêlant et reniflant. Le père Benfa était fier de son mouton. Les vieux du quartier l'admiraient. Il était bien nourri et propre. Il accompagnait souvent son maître dans la rue et ne le quittait pas d'un pouce. Le père Benfa le caressait jalousement et devenait furieux lorsque les enfants s'amusaient à faire tinter la clochette que le mouton portait autour du cou. À plusieurs reprises, des marchands avaient offert de fortes sommes au père Benfa, mais il ne voulait à aucun prix se séparer de son mouton, car l'embonpoint de ce dernier témoignait de la bonne chair dont jouissait la famille. Le père Benfa faisait voir son mouton à tous les visiteurs. Il a seulement 6 mois que je l'ai acheté. Il était aussi maigre qu'une biche. À présent, voyez-le, dans un an, il ne pourra plus passer la porte. Ce mouton était si choyé par le maître qu'aucune de ces femmes n'osait se plaindre quand l'animal leur mangeait de la farine, de mil ou des brisures de manioc. Le père Benfa murmura quelque chose et regagna le tara. Il devint encore plus songeur. Le jour était là. Du sol humide sortaient des éphémères qui, par leur vol maladroit et indécis, attiraient les oiseaux. Du haut des manguiers, des mange-mille et quelques tourterelles s'éloignaient vers ses proies faciles. Ils venaient presque au ras de sol et repartaient vers les feuillages au milieu des gazouillements et des battements d'ailes. Dans le ciel, de temps en temps, passaient des cigognes en arc de cercle, des canards sauvages toujours précédés par un guide, et des doolans déployant avec une gracieuse nonchalance leurs grandes ailes grises aux reflets d'argent. L'épervier tournoyait et les poules répondaient à chacun de ces cris par des gloussements de frayeur, et plus haut, toujours plus haut, les vautours semblaient se saluer du bout de leurs ailes.
Le père Benfa, égrenant patiemment son chapelet, dit une invocation à mi-voix, passa 3 fois ses 2 mains sur sa figure et se tourna vers l'Orient. Soudain, il fit un geste brusque, comme s'il administrait un soufflet à quelques impertinents. C'était encore le petit singe qui s'était sournoisement approché. Lui avait arraché son chapelet. Boubouni, le petit singe, avait été abandonné par le sien lors d'une excursion que son peuple effectua dans les champs d'arachide. Depuis, il avait été recueilli par Karamoko, le dernier-né de la famille Benfa. Mais Boubouni, ainsi d'ailleurs que tous les siens, préférait de loin l'espièglerie à la sagesse. Aussi s'attirait-il fréquemment les malédictions du vieillard. Cependant, les premiers jours de son arrivée, Boubouni avait eu part à l'amitié du père Benfa. Ce dernier le défendait contre maman Téné, dont Boubouni buffait effraitement le lait caillé, tout en couvrant de poussière les cuvettes et les calebasses soigneusement récurées. « C'est ta faute, grondait le père Benfa. Si tu prenais bien soin de tes affaires, le petit singe n'y toucherait pas. » En réalité, il était aisé de s'expliquer l'amitié que le maître de la maison portait à Boubouni. Fils, petit-fils et arrière-petit-fils de chasseur, la présence de Boubouni mettait le père Benfa dans l'ambiance de sa jeunesse. Il revoyait les jours où il accompagnait à travers les lianes et les ronces de la forêt son frère aîné Djigui, qui, dans le village de ses ancêtres, continuait dignement la tradition familiale. Il revoyait l'atmosphère chaude, passionnée et parfois hallucinante des vieilles secrètes au cours desquelles les chasseurs rivalisent d'adresse et de magie. Le père Benfa allait jusqu'à caresser Boubouni, lui parlant comme s'il s'adressait à une vieille connaissance. Maman Téné le regardait alors curieusement, souriait et secouait la tête. Par le peu qu'elle savait de Boubouni, elle était persuadée que cette amitié était des plus précaires. Les choses se gâtèrent le jour où Boubouni, sautant du manguier dont les branches lui servaient de couchette, arracha le bonnet du père Benfa et le jeta dans le puits. Le maître de la maison, qui discutait tranquillement avec un de ses camarades, s'écria « Quoi ?» Le petit singe, après son forfait, disparut dans les feuillages. Maman Téné, avec un sourire d'effrayant, s'enfuit dans sa case. Le père Benfa resta planté au milieu de la cour, sans un mot ni un geste, pendant un bon moment. Puis alla repêcher son bonnet et lança à Boubouni la plus terrible des injures. « Que tes ennemis te méprisent !» Depuis ce jour, le père Benfa changea d'attitude à l'égard de Boubouni. Il ne lui ménagea ni coup de babouche, ni injure, ni malédiction. Le père Benfa reprit son invocation après s'être armé de grosses cuillères de bois que Boubouni connaissait bien. Venant de la véranda, un bruit de calebasse dégringola attira l'attention du solitaire. Maman Téné et Kani, qui venaient de se lever, préparaient leurs ustensiles pour la cuisine du matin. Elles se dirigèrent vers le puits, après que Kani eut dit bonjour à son père. « Tiens, il a plu cette nuit » dit maman Téné, ramassant la corde du seau. « Oui, répondit le père Benfa, je me suis levé pour voir si les toits tenaient bon. Tout s'est bien passé cette fois. » Je crois que la petite case du milieu aura besoin d'être revue. Il n'y a pas que la case du milieu, nous aurons du travail cette année. Maman Téné plongea le seau dans le puits, tandis que Kani posait à côté d'elle une grande calebasse remplie de mil. Le père Benfa se mit à inspecter sa maison case par case. Il cherchait à se rendre compte des réparations qu'il y avait à faire car il savait déjà le visage qu'il devrait donner à l'ensemble afin que le grand événement qui se préparait eût un cadre éblouissant. Tous les murs ont besoin du kaolin, pensait-il. La margelle du puits doit être entièrement refaite. Je parlerai de cela à Fadiga, le muezzin. Pourvu qu'il ne me pose pas de questions, il a la langue trop légère. Je ferai balayer la cour tous les jours pendant une semaine. Les chanteurs s'installeront là, juste à côté du manguier. Le petit singe ira coucher ailleurs. Le père Benfa s'arrêta à côté de sa fille et la considéra longuement. À cet instant même, tout le passé de Kani se déroulait sous ses yeux. Il la voyait alors qu'elle n'était qu'une enfant, à califourchon sur le dos de maman Téné. Il la voyait aux prises avec les agents du service d'hygiène lorsque ceux-ci reprochaient à sa mère d'avoir laissé l'eau séjourner longtemps dans le canari.
Cani n'était plus la petite fille qui faisait rire par ses mots maladroits, s'entêtait à imiter les pas de danse des grandes personnes, sautillant avec l'agilité de Boubouni. Elle n'était plus celle qui jouait à la maman avec d'autres petites filles, s'affairant entre la cuisine et le puits et imitant maman Tenin dans ses moindres petits gestes. Aujourd'hui, elle est une grande jeune fille. Elle sera sous peu une femme, oui, dans quelques jours seulement. Elle sera la femme de Famagan, le marchand. Le père Benfa aimait bien Cani. Il parlait de son savoir à tous les vieux du quartier. Il leur disait comment elle savait manier l'écriture du blanc et avec quelle facilité elle savait lire les lettres, d'où qu'elles vinssent. De temps en temps, il la faisait appeler devant la mosquée et là, au milieu de ses compagnons, lui faisait lire et traduire tout ce qui lui passait par la main. Alors, d'un ton mystérieux, il disait « Elle sait lire ce qui est écrit par la machine ». Mais le père Benfa n'aimait pas voir sa fille en compagnie des garçons qui fréquentaient l'école et sa colère éclata à ce propos lorsque Samou, le fils de Combat, osa demander la main de sa fille. « Que je ne vous vois plus ensemble, avait ordonné le père de Cani. Tu auras le mari que je voudrais. » Cani n'était pas exactement de l'avis de son père et en cela elle paraissait donner raison à Fadigal Mugin, lequel disait à qui voulait entendre que l'école était l'ennemi de la famille. Il ajoutait que les filles qui fréquentaient ce milieu cherchent à tout résoudre par elles-mêmes et que certaines vont jusqu'à vouloir se choisir leur mari. Ma fille à moi ne verra jamais les portes de ce lieu, concluait-il en crachant sa cola et en se tapant sur les cuisses. Alors que le père Benfa, regardant sa fille, pensait à Famagan le marchand, Cani, au fond d'elle-même, se sentait liée à Samou, liée pour la vie, oui, pour la vie. Ce mot, il se l'était maintes et maintes fois dit depuis qu'ils s'étaient vus. Cani et Samou s'étaient rencontrés au cours d'une kermesse organisée au bord du fleuve. Leurs regards s'étaient croisés 1, 2, 3 fois. Samou, le lendemain, avait écrit. Il avait parlé d'amour, d'étoiles, de flèches de feu et de Cani aux dents de lumière.